Nous y voici, ça fait un mois que j'ai testé cette Microsoft Surface Pro X. Il est grand temps que je vous fasse un petit peu mon retour par rapport à cette tablette qui m'a été proposée en prêt par Microsoft pour un petit essai d'une période de un mois à peu près. J'ai eu l'occasion de pouvoir la comparer avec la Microsoft Surface Book 2 qui est en ma possession depuis un an environ, ainsi qu'avec une Surface Pro classique. D'ailleurs, vous pouvez voir ici dans les photos qui sont en train de tourner la différence au niveau physique qu'il y a entre une Surface Pro 4 et une Surface Pro X. On peut notamment remarquer cette différence au niveau de l'épaisseur de l'appareil, au niveau de l'écran, les dimensions qui sont quasiment identiques. Juste que voilà, le clavier est un chouïa plus long étant donné qu'il y a l'emplacement de chargement sans fil pour le stylet. Bien entendu, il est important de savoir que le clavier de la Surface Pro X n'est pas compatible avec la Surface Pro classique, ce qui est peut-être un peu dommage en soi parce que en soi, ça aurait pu être compatible étant donné que le form factor est assez similaire entre les deux appareils. Il y a quand même 2-3 éléments qui sont fort positifs au niveau de la Surface Pro X et d'autres éléments qui sont également plutôt négatifs. Et cette vidéo est pour ces petites analyses. Tout d'abord, cette Surface Pro X, un élément que je trouve vraiment dommage sur cet appareil, c'est l'emplacement du bouton on-off. Et oui, sur la Surface Pro classique, nous sommes habitués à ce que le bouton se trouve sur ici la tranche supérieure de l'appareil, tout comme sur la Surface Book 2 d'ailleurs, et si je ne me trompe pas également la Surface Go. Et je vous cache pas que ça m'arrive quand même assez fréquemment lorsqu'elle est dans mon sac de transport, que lorsque je prends la Surface et que je décide du coup de l'ouvrir pour l'utiliser, et l'écran est allumé, me propose directement de me connecter. Bon, c'est pratique, au moins j'ai pas de temps d'attente, parce que clairement cette surface a un avantage, enfin quelles que soient en fait les surfaces de base, elles démarrent toutes assez rapidement, donc c'est assez pratique, et avec la reconnaissance faciale ça va vite. Mais le fait que ce bouton soit sur le côté droit et que l'appareil se retrouve être en veille dans le sac de transport, c'est un peu dommage. Donc c'est peut-être un problème qui est localisé par rapport à ma façon de l'utiliser. En tout cas, pour moi, c'est un point négatif. Ce bouton on-off n'aurait pas dû être placé à droite, mais sur la tranche supérieure pour correspondre à une certaine homogénéité par rapport à la griffe Surface. Niveau autonomie, les 13 heures annoncées correspondent. Ça, j'étais relativement étonné d'ailleurs, parce que de manière générale, c'est vrai que chez Microsoft, tout comme tous les autres constructeurs, il n'est pas rare qu'on vous annonce une autonomie d'un certain nombre d'heures et qu'après, pour y atteindre, il faut commencer à désactiver le Bluetooth, le Wi-Fi, diminuer la luminosité. J'ai atteint quand même les 9 heures environ en utilisant Netflix pendant 2 heures, en écoutant de la musique en fond lorsque je travaillais sur mes petits développements. Donc là on pourrait compter 2 à 3 heures de développement environ. J'ai joué pendant une petite heure, et le restant c'était de la navigation web et traitement de mes mails. Donc oui, l'utilisation est assez variée et l'autonomie est tout à fait correcte. Également, chose qui était très étonnante, je m'y attendais pas vraiment, je crois même que j'avais fait l'erreur lors de la présentation de l'unboxing de la Surface Pro X, c'est qu'en fait l'emplacement qui se trouve vraiment ici, caché donc par le slot, on a donc l'emplacement pour la carte nano SIM, mais en fait il y a une eSIM qui est également installée dans la Surface. Donc on se retrouve vraiment sur le même modèle que la Surface Pro 6 avec LTE, modèle sorti en 2017 si je me trompe pas, et qui était quand même fort pratique, parce que quand même avoir la possibilité de pouvoir utiliser la technologie eSIM lorsque disponible chez notre opérateur téléphonique, plutôt que d'aller ouvrir l'appareil et installer la carte SIM, c'est assez intéressant. D'ailleurs, c'est un autre élément que je trouve qui est fort positif avec la Pro X et qui devrait être déployé sur tous les autres modèles de la gamme, c'est tout simplement en fait avoir justement cette possibilité de modularité. Donc une petite plaque comme on a sur elle qui permet d'accéder à la mémoire de stockage qui peut être remplacée assez facilement et pourquoi pas, peut-être même aller par extension également avec un emplacement de remplacement facile pour la mémoire vive. Un élément par contre que je trouve négatif, c'est la colorimétrie de l'écran. Je ne sais pas ce qui se passe, peut-être que c'est spécifique au modèle que j'ai à nouveau, qui est quand même un modèle qui de base est utilisé pour la presse et qui a déjà été déballé avant que je la reçoive. C'est qu'en fait la colorimétrie ne correspond pas à la Surface Book 2 et qui ne correspond pas non plus à la Surface Pro classique. Donc là je n'arrive pas à comprendre. Genre les couleurs sont plus chaudes sur l'écran de la Surface Pro X avec ou sans le filtre de lumière bleue. Il y a 2 modes de colorimétrie qui sont disponibles pour l'écran, donc le standard et le mode Adobe sRGB. Dans les deux cas, c'est plus chaud que la Surface Book 2 et la Surface Pro. Donc je ne sais pas, peut-être que c'est dû à la technologie HDR embarquée qui doit être forcée ou un élément comme ça, j'en sais rien. Un élément également où je suis agréablement surpris, c'est la qualité photographique des caméras. J'ai pas vraiment beaucoup utilisé les appareils photo parce que déjà de base, je trouve que sur une tablette ou sur un ordinateur portable, avoir des objectifs c'est pratique pour les appels vidéo, mais bon, on se le cache pas, faire des photos avec une tablette, c'est pas vraiment ce que le commun des mortels va faire, en tout cas pas la majorité des utilisateurs de ce genre d'appareil là. Mais je suis quand même assez étonné parce qu'on est sur du 5 mégapixels frontal
et 10 mégapixels à l'arrière, mais on a du rendu 2K et non Full HD en vidéo et 4K à l'arrière. Donc ça, je trouve ça assez intéressant parce qu'en fait cet appareil est beaucoup plus performant en termes de rendu vidéo que les autres modèles de la gamme Surface. Donc voilà, sinon pour tout le reste, appareil plutôt agréable à utiliser de manière générale, assez surpris par rapport à sa légèreté, facile au niveau mobilité, on se retrouve vraiment sur une optique très similaire à la Surface Pro, mais pensez un peu plus sur l'Instant On, ce genre d'éléments. Donc vraiment l'appareil est très très intéressant. Au niveau performance, on rejoint l'entrée de gamme d'une Surface Book 2 sans vraiment trop étitiller. Donc vraiment ici au niveau des performances, le jeu vidéo que j'ai fait tourner, où j'ai pu vraiment un peu jouer au niveau des paramètres de résolution, j'ai mis les réglages en médium et le rendu sur écran en Full HD et c'était suffisamment fluide pour pouvoir être jouable. Ce qui est quand même par contre fortement dommage, et c'est le dernier point que je veux vraiment soulever, c'est d'ailleurs le point le plus important je trouve, et c'est pour ça que je tiens ici pour la fin de cette vidéo, c'est que clairement, cette puce ARM qui se trouve à l'intérieur de cet appareil, donc le processeur Microsoft SQ1 qui a été fabriqué en collaboration avec Qualcomm, est un processeur qui est très performant, peu énergivore, ce qui est vachement pratique parce que quand on voit la finesse de l'appareil, avoir quand même quasiment les 13 heures d'autonomie qui sont annoncées, c'est joli. Et bien, certes il est puissant, il arrive vraiment à s'aligner correctement avec un Intel Core i5, ça c'est sûr. Mais par contre, ce qui est quand même fortement dommage, c'est la compatibilité des appareils. Ici de base, il a été... Ici de base, Microsoft m'a proposé de tester cette Surface Pro X parce que j'étais relativement intrigué par cette technologie ARM et la compatibilité avec les logiciels Windows classiques, pas ceux fournis dans le Windows Store. J'étais quand même assez dubitatif et je leur ai quand même dit que je pensais qu'au niveau de longévité, je pensais pas que là, à l'heure actuelle, ce soit réellement viable et donc commercialiser un produit pareil, c'est quand même un pari risqué. Et je suis quand même surpris de voir que oui, le 3/4 des logiciels fonctionnent bien. J'ai pu tester Photoshop, j'ai pu tester InDesign, Illustrator, Adobe Reader de manière plus classique, plusieurs navigateurs, mes logiciels de développement. Et pour la plupart tout fonctionne correctement. Mais par contre systématiquement lorsque j'arrive sur un logiciel qui est conçu pour du 64 bits, donc c'est-à-dire une architecture qu'on va retrouver sur tous les ordinateurs à l'heure actuelle munis de processeurs Intel ou AMD, eh bien ça ne fonctionne clairement pas, parce qu'en fait vous avez certes un logiciel, un système d'exploitation en 64 bits à l'intérieur, mais il peut émuler que des logiciels 32 bits. Ce qui fait que du coup, Photoshop, vous êtes bloqué sur la version de 2018 par exemple. InDesign et Illustrator, la version de 2019, et vous n'avez pas le droit à faire la mise à jour vers la version de 2020. Bon après, pour ce genre de logiciel, c'est pas trop grave de ne pas pouvoir faire la dernière mise à jour, mais n'empêche que c'est quand même assez bloquant, parce que, bon, je pensais quand même installer Dreamweaver par exemple, qui est un logiciel un peu plus gourmand pour du développement web, avec du rendu en temps réel et tout, et ce n'est pas possible. Tout simplement parce que le logiciel n'est pas conçu pour du 32 bits. Donc oui, ça c'est un élément un peu négatif. Donc j'espère quand même que Microsoft compte déployer une petite mise à jour prochainement, comme ils ont fait pour la caméra frontale qui permet de filmer en 2K maintenant, pour justement faire en sorte que les logiciels 64 bits soient compatibles avec elle, ou alors, dans le cas où ce n'est pas possible, concevoir une Surface Pro X deuxième génération qui permettrait d'être compatible avec les logiciels 64 bits. Je vois qu'ici l'appareil est fort prometteur et ne demande qu'à évoluer positivement pour pouvoir répondre à encore plus de demandes sur le marché. C'était tout pour moi par rapport à ce petit retour après un mois d'utilisation de la Surface Pro X. J'ai également écrit quelques avis sur monwindows.com, c'est un site internet qui est dédié vraiment au monde Microsoft, Windows, Surface, Xbox, ce genre d'éléments. Et je vous mets le lien en description du forum, la partie vraiment consacrée par rapport à ce retour sur l'utilisation de cette surface. Vous allez voir également que j'ai mis vraiment des points forts et des points faibles que j'ai expliqués, les problèmes que j'ai rencontrés la première semaine avec cet appareil, parce qu'en fait il s'avère que la mise à jour Windows 10 20.04 a posé énormément de soucis, donc le Windows qui n'était plus activé, ce genre d'éléments, c'était assez problématique, mais j'ai pu tout résoudre assez facilement. Donc voilà, je remercie d'ailleurs notamment le support Microsoft de m'avoir beaucoup épaulé à ce niveau-là. Ciao!